Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ici en direct du Salon Agrimax. Dans le cadre donc, de notre émission, on va poser un véritable problème. Comment sauver les territoires ruraux? Alors justement, ce problème, est-ce qu'il est réel ou pas? On aura l'occasion d'en débattre en compagnie d'Hervé Lapie. Bonjour Hervé. Bonjour Vous êtes Jean-Paul. président de la FDSEA de la Marne. Juste à vos côtés, Béatrice Moreau, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la Commission Agriculture Grand Est. À vos côtés, Anne Sander, bonjour. Bonjour. Députée européenne, donc merci d'être parmi nous. À ma droite, Véronique Klein, bonjour, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental de la région Grand Est. Bonjour. À vos côtés, Franck Sander, bonjour. Bonjour. Membre du bureau de la FNSEA et président de la CGB. Et juste à vos côtés, Jean-Luc Pelletier. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes vice-président de la Chambre régionale d'agriculture du Grand Est. Hervé, la question elle est pour vous. Est-ce que les territoires ruraux vont mal? Ils vont mal. Ce serait un peu réducteur de dire que tout va mal. Je crois qu'il y a un vrai sujet. On entend parler régulièrement, sans parler d'agriculture, mais on parle de nos médecins qui trouvent. On a du mal à accueillir des médecins, on a du mal à accueillir des centres scolaires, on a des problèmes de mobilité, de transport. Comment on fait pour que des gens qui travaillent en monde rural puissent avoir des mêmes services de mobilité pour pouvoir accéder au travail? Donc je pense que la ruralité, elle doit pas être le réceptacle de maisons secondaires et qu'on vienne y prendre notre plaisir. Je crois que ça doit rester un véritable acteur économique et la ruralité, ça doit être un poumon économique. Et je pense que quand on nous parle de souveraineté, de relocalisation depuis le Covid, depuis la guerre en Ukraine, les territoires ruraux doivent être en capacité d'accueillir aussi de l'industrialisation, il ne faut pas avoir peur du mot, pour recréer de l'activité économique. Et donc c'est travailler avec les maires, travailler avec les présidents d'intercommunalité. Autour aujourd'hui, c'est Eurométropole de Metz qui nous accueille aujourd'hui ici. C'est de considérer les territoires ruraux comme complémentaires des grandes villes. Et on a beaucoup accentué sur la métropolisation de la France ces 30 dernières années. Moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut renvoyer l'ascenseur vers les territoires ruraux et qu'on puisse avoir une activité économique. Mais oui, ils vont mal parce qu'on n'est pas accompagné et on n'a pas de politique structurante pour accompagner le développement des territoires ruraux. Et donc, Hop, Hervé. L'Europe a 3 fonds pour cela. Vous avez bien mené des politiques en faveur des territoires ruraux. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de politique en tant que telle et de financement en tant que tel pour les zones rurales. Mais évidemment, nous partageons le constat avec des situations en Europe très diverses d'un territoire rural à l'autre. C'est vrai qu'au niveau européen, on s'est doté d'une stratégie, d'une vision à long terme pour les zones rurales. Malheureusement, on n'a pas de financement supplémentaire, mais on pioche dans les financements existants. Alors, l'intelligence, c'est déjà d'avoir cette vision qui repose sur 3 points. La compétitivité de l'agriculture, parce que les agriculteurs restent un acteur clé dans les zones rurales, même si la place de l'agriculture dans la ruralité, le nombre d'emplois par exemple, et la richesse ont été réduits. Pour les zones rurales aussi, il faut renforcer la gestion durable de nos écosystèmes et mieux gérer les ressources naturelles. Et enfin, il faut veiller à un développement équilibré des territoires ruraux, mais aussi, comme l'a dit Hervé, insister sur la relation entre l'urbain et le rural, parce que les deux sont complémentaires. Alors avec 50% des terres rurales au sein de la région Grand Est, vous avez aussi mobilisé des moyens dans ce sens. Oui, alors la région Grand Est, dès 2016, dès sa fusion et son existence, a mis en place un pacte pour la ruralité avec un des premiers leviers d'action qui était la mise en place du très haut débit partout sur les territoires ruraux, parce que ça voulait dire qu'on pouvait mettre de l'économie partout et des moyens de travailler différenciés partout. On pourrait imaginer une maison de santé avec un accès en visio dans un coin assez reculé et qui permet justement d'effacer cette notion de mobilité. Et puis, on a différents outils aujourd'hui qui existent. On a un réseau rural Grand Est qui est un levier d'action d'animation des territoires et qui s'appuie sur les GAL, les groupements d'intérêt local, qui sont à l'utilisation des fonds leaders, des fonds européens, pour justement faire de l'animation territoriale. Et c'est vraiment à chaque fois cet objectif que l'on a en région Grand Est de se dire c'est vraiment la construction du territoire qui va mettre en place l'animation et aller au bout de ses moyens et de ce qu'on peut le faire. Alors Béatrice, c'est super intéressant et je rebondis sur l'exemple du numérique. Véronique, vous avez étudié la question, pourquoi à Bras-sur-Meuse ça marche et pourquoi pas ailleurs? Alors c'est vrai que le numérique, donc Bras-sur-Meuse, tout le monde connaît puisque c'est Julien Didry qui a mis en place le Numéripôle.
Et il a eu de nombreuses récompenses de la part du Césaire, puisqu'au niveau du Césaire, nous avons un prix, le prix régional des solidarités rurales, qui ne concerne que la ruralité. Et à un moment donné, on a analysé où vont ces prix. Et on a vu qu'il y avait certains territoires qui étaient plus dynamiques que d'autres et on a voulu savoir pourquoi. Et on s'est rendu compte que là où les territoires sont dynamiques, derrière, il y a souvent un engagement, je dirais, un engagement d'humain, que ce soit d'un maire, d'un politique, d'un député, et qui essaye d'enrouler une pelote de laine, on va dire ça comme ça, pour que ça se passe mieux. J'ai l'exemple du territoire toulois, où M. Potier, qui en est le député, si je ne me trompe pas, son prénom ne me revient pas, a mis en place l'association Zéro Chômage. Et on a vu aussi des petites entreprises comme la SIC de la laine en rêve se développer. Mais aussi, tout dernièrement, il y avait les agriculteurs du pays toulois qui ont mis en place un programme pour la sauvegarde des abeilles, où il y a les chambres d'agriculture, tout un ensemble de personnes qui maintenant gravitent autour, qui font les dynamiques de ce territoire. Et ça continue et ça continue. Et c'est comme ça qu'on a localisé. Et c'est pour ça aussi que le Césaire, il fait des agoras. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on peut mettre tout l'argent qu'on veut venant des différents fonds. S'il n'y a pas un homme, une dynamique locale, la greffe, elle ne prend pas. C'est pas tout à fait ça. Je pense que l'engagement, il vient aussi du fait que cet homme ou cet humain, parce que dans l'homme, j'inclus aussi la femme. Mais bien entendu. Et donc, qu'il sache, qu'il soit formé, qu'il sache aussi où piocher, parce que ça, c'est important, au niveau du FEADER, des FEDER et de tous les programmes qui sont là, qu'il sache aider les bonnes aides pour construire. Et tout ça, je pense que pour que ça avance et pour que d'autres aient envie de faire d'eux-mêmes, il faut essaimer. Il faut faire savoir ce qui marche et montrer ce qui marche. Et comme ça, on peut aller plus loin. Et je pense qu'après, il y a plein de gens qui auront certainement envie de faire des choses. Béatrice Moreau. Je rebondis sur ce que vient de dire Véronique. Évidemment, cette notion de savoir où trouver l'information est stratégique. C'est pour ça qu'au niveau de la région, on a souhaité que les maisons de région qui sont dans chaque département puissent avoir un animateur des fonds européens, parce que c'est souvent là le levier, dans l'animation territoriale rurale, qui puisse expliquer et aiguiller les gens. Et ça, c'est stratégique parce que vous avez donné une partie de la réponse, c'est de dire territorialement, quand on sait donner la bonne info à la bonne personne, c'est là où ça marche le mieux. Alors, il y a le phénomène d'aiguillage dont vous parlez, donner la bonne information, et puis il y a le phénomène de leader, enfin, je sais pas, le fait d'avoir cette énergie, d'être capable de mobiliser de l'énergie d'autres personnes, et ça, on ne sait pas, c'est inné, on s'est formé, on sait créer l'école des leaders. Je pense qu'il y a des choses, selon les réseaux, selon la vie des territoires, qui émergent de différentes façons. Autour de la table, il y a des représentants du syndicalisme majoritaire, il y a des représentants des champs d'agriculture. Chacun, ce sont deux réseaux qui œuvrent évidemment et qui utilisent cette notion de territoire. Et ça, c'est important. Et à chaque fois, on va chercher les hommes ou les femmes qui permettent justement de mettre en place ces actions. Parce qu'on sait que telle ou telle personne, elle le vit vraiment et elle peut amener un pôle de santé, elle peut amener quelque chose de particulier sur une vie de son territoire. Franck, parlez-nous un peu des PETR. C'est une expérience qui est positive. Oui, effectivement. Vous me posez la question des PETR. Moi, je voulais juste vous dire en amont. Explicitez PETR. Alors, déjà en amont, je voudrais vous dire que moi, je suis extrêmement fier de pouvoir intervenir aujourd'hui sur une manifestation agricole en ville. Et l'image de la ruralité entre l'avant-Covid et aujourd'hui, plus tous les événements qui sont quelque part, qui ont contribué à valoriser notre image, à valoriser ce que fait le monde agricole, le monde de la ruralité, est extrêmement positif pour nous aujourd'hui. Donc pour moi, on vit aujourd'hui dans un nouveau monde et c'est là qu'il faut être extrêmement méfiant entre tous les urbains qui souhaitent, depuis le Covid, quitter les petits appartements sans terrain, sans jardin pour venir vivre à la campagne, et puis tous les locaux de l'État qui doivent pouvoir les accueillir. Et en même temps, un nouveau débat qui est arrivé depuis la guerre et la Covid, c'est la souveraineté alimentaire et énergétique. Et pour pouvoir relever ce défi-là, il va falloir des hommes, des femmes sur nos territoires qui justement apprennent à mieux vivre ensemble pour développer justement ce qu'est, alors pour nous en ce qui nous concerne aujourd'hui, la production agricole et alimentaire. Alors le PETR, c'est quoi? C'est un pôle d'équilibre territorial et rural. Moi j'en fais partie, donc je fais partie de mon pôle à moi de l'Alsace
du Nord, donc qui est au nord de Haguenau et Wissembourg, puisque je suis barinois. Et la force de barinois, agnovien pour certains, mais la force de ce collectif, c'est de réunir tous les acteurs du territoire, qui soient originaires du monde agricole, du monde économique, du monde social en général, et c'est de faire travailler tout le monde pour répondre aux enjeux. Les enjeux, ça peut être le tri des déchets à l'échelle d'un territoire. Ça peut être la production d'énergie. Quand on parle aujourd'hui d'indépendance énergétique, c'est de réfléchir globalement à ce que peut apporter le territoire. Que ce soit la géothermie profonde, que ce soit le biogaz, que ce soit les panneaux solaires, sur les toitures agricoles, etc. Et donc, c'est tous ces enjeux-là qu'il va falloir relever. Et parmi les enjeux, et celui qu'on pousse beaucoup, nous, au niveau agricole, c'est de pouvoir consommer local, français d'une part, régional encore mieux. Et donc, c'est l'approvisionnement des cantines, des lycées, etc., de la petite enfance qui est discuté à ces endroits-là. Mais pour ça, il faut qu'il y ait tout un réseau, tout un tissu, tout un maillage d'acteurs de tout horizon différent qui se parlent et qui construisent une volonté politique commune. Et je crois que ça progresse, Véronique. C'est-à-dire que dans le cadre justement de cette économie, cette bioéconomie, avant c'était un peu tabou, un peu mal vu, tout ce qui était biogaz, tout ça, mais il y a eu un vote qui a montré que même les écolos aujourd'hui vont dans ce sens. Et je suis fière de le souligner, on en avait discuté avant. Le Césaire a produit le dernier avis sur la bioéconomie, donc l'acceptabilité de la bioéconomie, et il a été voté à l'unanimité. Sachant que le Césaire est une assemblée de socioprofessionnels où il y a des écolos, enfin toutes les associations présentes. Tout le monde. Tout le monde, voilà. Et souvent sur des sujets comme le biogaz, la méthanisation et tout ça, on n'avait pas trop les environnementalistes pour nous. Même pas du tout, il faut le dire. Même pas du tout. Pas du tout, oui. Et là, maintenant, j'ai trouvé, ça m'a scotché de voir qu'il est voté, cet avis, à l'unanimité, il a été voté, et que FNE, ils l'ont voté. Et donc, je me suis dit, ça y est, ils ont pris conscience que nous, en agriculture, on a des solutions à apporter sur la souveraineté alimentaire et énergétique, mais aussi que le monde est en train de changer et qu'il faut qu'on le fasse ensemble. Et c'est que comme ça qu'on peut y arriver. Et il s'agit donc d'essaimer ce genre de choses, les bonnes pratiques, tout ce qu'on fait, de communiquer, et les autres pourront piocher dans ces registres. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Jean-Luc Pelletier, les agriculteurs comptent relativement peu en nombre, mais sur le plan économique, comptent beaucoup sur les territoires ruraux. Comment vous allez développer justement l'économie pour amener tout le monde à pouvoir gagner sa vie sur le territoire? Je crois, beaucoup de choses ont été dites, mais je crois que tout tourne autour de l'agriculteur lui-même, la personne, l'homme et la femme qui s'investit dans le métier. Et aujourd'hui, on a devant nous un boulevard de production, un boulevard de besoins que l'on a à satisfaire pour le consommateur, que ce soit en alimentation, c'est la première chose. On a parlé de circuits courts, on a parlé de capacité à produire des produits de qualité en alimentation, mais en énergie aussi, ça a été dit, Franck l'a souligné. Aujourd'hui, sur le territoire lui-même rural, on a toutes les solutions quasiment d'énergie à produire, et avec le bouquet énergétique que l'on défend, et on n'est qu'au début de nos capacités. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre métier où on voit, vous le voyez d'ailleurs aujourd'hui réunis autour de la table, autant de force, autant d'énergie qui se mettent ensemble pour faire évoluer ces choses-là. Et je crois qu'on a vraiment devant nous ce boulevard qui se présente. Et ce boulevard, il s'est présenté quand même, il faut le dire, en accélération derrière la période Covid, qui remet le monde rural et les paysages dans la boucle, parce que tout le monde en rêve aujourd'hui. Cette prise de conscience, ça vous a amené, toute dernière question, Hervé Lapie, à développer un manifeste avec des propositions très concrètes. Oui, on a travaillé un manifeste depuis 2 ans à la FNSEA sur nos propositions autour d'un collectif, pas que la profession agricole, mais les buralistes, l'ensemble des organisations qui représentent le monde rural. Et je quitte une conférence là où on a présenté Solal. Et en fait, Solal, c'est une association qui fait du don alimentaire. Et on est typiquement dans ce projet collectif de territoire. On a l'Eurométropole de Metz, on a le projet alimentaire territorial, on a les agriculteurs qui peuvent faire du don agricole pour les gens qui sont les plus précaires aujourd'hui. Et la précarité, elle est en ville, mais elle est aussi dans nos campagnes. Et donc, c'est d'avoir ces projets collectifs. Et je crois que c'est Véronique qui le disait, c'est la capacité des femmes et des hommes à se mobiliser, à se prendre en main. Et dans nos responsabilités, je crois que nous avons une chance, c'est que
une fois qu'on prend les responsabilités, on ne les prend pas individuellement, on les prend dans un objectif du territoire et de représenter ce qu'est notre territoire. Et je crois qu'il faut vraiment s'appuyer sur ces organisations-là qui de temps en temps ont été un petit peu chahutées, les corps intermédiaires ont été un petit peu mis de côté. Ben, je crois que la force du syndicalisme et du réseau consulaire, c'est de faire des propositions et de faire des propositions à court et moyen terme pour envisager ce que sera aussi l'agriculture et les territoires agricoles demain. Et dans un partage autour de l'alimentation, de l'énergie. Franck l'a bien dit, moi je pense que l'énergie, ça peut être un véritable projet catalyseur aujourd'hui qui refasse du lien entre le citoyen et l'agriculteur. Qu'est-ce que nous, on a en capacité d'apporter? Et derrière, ce sera peut-être la petite pique ou l'ouverture vers nos députés européens. C'est comment on redéfinit ces grandes lois d'orientation agricole qui pourraient redéfinir ce qu'apportent les territoires agricoles et les territoires ruraux en termes d'objectifs alimentaires, énergétiques, biodiversité. Je crois qu'on a vraiment besoin d'une politique à moyen et long terme qui restructure le développement de nos territoires ruraux et les agriculteurs s'inscriront dans ces territoires-là. Mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus ici pour débattre de cette question. Et moi, je vous retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission tournée ici en direct d'Agrimax.